Bonjour, ici Jean-Philippe Trottier qui vous souhaite la bienvenue. Je m'entretiens avec Pierre Norris, professeur d'histoire au secondaire, qui revient sur l'élection partielle du 3 octobre dans la circonscription de Jean Talon, qui a mené à la victoire sans appel du péquiste Pascal Paradis. Il semble que la CAQ perde la faveur du public et essaye désormais de récupérer la sauce. Quelle est donc la suite à cela, non seulement pour ce parti, mais également pour le Parti québécois et les autres partis? Mais tout d'abord, Stéphane Thibodeau, ancien militant du Parti québécois, nous parle du conflit entre le Hamas et Israël en s'attardant au profil de l'organisation responsable des récentes attaques terroristes. Qui est derrière? Quelles sont les visées donc de cette organisation au-delà de la défense de la cause palestinienne? Bonjour Stéphane. Bonjour Monsieur Trottier. Alors oui, c'est un sujet extrêmement délicat, extrêmement polarisant. On l'a vu déjà sur les réseaux sociaux. On est violemment pour, violemment contre. Comment dirais-je, les points de vue un peu équilibrés. Et je souligne l'article de Loïc Tassé dans le Journal de Montréal qui était très courageux parce que équilibré. On va essayer de voir un peu. On peut pas tout couvrir tout de suite, mais on va quand même essayer de voir côté Hamas qu'est-ce qui se passe. Et pour commencer, j'entends dire acte de résistance ou action terroriste. Voilà une illustration du clivage entre les opinions. Oui, exactement. Donc, on entend beaucoup de débats en ce moment pour se demander comment qualifier ces actions-là. Oui. Donc, est-ce qu'on parle d'acte de résistance, donc qui serait quand même légitime en quelque part, ou d'une action purement terroriste? Donc, le débat est beaucoup basé là-dessus et il faudrait peut-être essayer d'élargir un petit peu le contexte pour essayer de comprendre dans quelles pourraient être les visées de ces actions-là. Mm-hmm. Alors justement, parlons un peu du Hamas si vous voulez bien. Allô, oui? Hamas, Allô? Oui. Le Hamas, c'est une organisation qui au départ est issue des frères musulmans. Donc, le père spirituel, entre guillemets, du Hamas, c'était le Cheikh Yassine, qui a été formé en Égypte. Oui, c'est ça, oui. Oui, exactement. Donc, il a été formé en Égypte et qui a participé à la mouvance des frères musulmans en Palestine, au départ. Mm-hmm. Donc, on n'était pas dans la même foulée que le Fatah ou l'OLP. Donc, c'était pas vraiment au départ. Le Hamas s'inscrivait plutôt dans un projet d'islamisation de la Palestine, plutôt que de libération nationale des Palestiniens. Pardonnez-moi, Fatah, OLP, Hamas, c'est quoi? Définissez-moi un peu ces trois entités. Donc, le Hamas, c'est un petit peu la branche armée des frères musulmans. Oui. Qui est apparu à la fin des années 80 avec la deuxième intifada. Mm-hmm. Donc, on est dans une organisation qui est plus qui au départ était plus axé sur l'islamisation de la Palestine. Mais pardonnez-moi, mais le Hamas, je crois qu'il a été fondé en 87. J'entends dire que c'était une création, ou du moins les Israéliens ont favorisé cette création-là pour faire pièce au Fatah de l'autorité palestinienne ou de l'OLP en tout cas, qui était ingouvernable ou qui était corrompu ou ci ou ça. Ils s'étaient dit, on va favoriser le Hamas à l'époque. Puis maintenant, évidemment. C'est une version qu'on entend beaucoup. Oui. On n'a pas vraiment de preuves, mais on peut avoir des bonnes indications parce qu'on a vraiment pas mal épargné les militants du Hamas au départ pour se focaliser sur les militants de l'OLP. Voilà. Et on a joué un petit peu on a joué une politique de division. Donc, le Fatah est opposé comme mouvement plutôt laïque, nationaliste, et plutôt opposé au Hamas, parce qu'on joue pas tout à fait, on n'a pas tout à fait les mêmes objectifs dans ces deux associations-là. Le Hamas maintenant est à Gaza et le Fatah ou l'autorité palestinienne contrôle la Cisjordanie ou ce qui n'a pas été illégalement colonisé par Israël. Oui, voilà, donc c'est ça. Donc le Fatah est un petit peu l'organisation opposée et il y a beaucoup de rivalités. D'ailleurs, les militants du Fatah dans la bande de Gaza ont été vraiment assassinés, enlevés par le Hamas. Il y a vraiment une opposition assez frontale entre ces deux organisations-là, qui n'ont pas la même mentalité, les mêmes objectifs.
Alors justement, l'autorité palestinienne dirigée par Mahmoud Abbas, qui a 87 ans maintenant, reconnaît l'État d'Israël et ils se sont rangés à ce constat. Et puis ils essaient d'avoir la solution 2 États souverains. Le Hamas, c'est niet, ils veulent un pays islamique de la Méditerranée au Jourdain. C'est bien ça la grande différence? Oui, c'est une des grandes différences. Et il y en a une autre aussi, c'est que pour le Fatah, l'objectif principal est de libération du peuple palestinien. Alors que pour le Hamas, ça s'inscrit dans un mouvement plus global, donc de création d'un grand califat. Donc, qui est un petit peu l'objectif des frères musulmans. Et il s'inscrit dans cette mouvance-là. Donc, ça dépasse vraiment la cause palestinienne. La cause palestinienne est plutôt un prétexte que l'objectif principal pour le Hamas. J'ai beaucoup écouté la télévision et tout ça depuis quelques jours. J'entends souvent le mot Daesh, l'organisation État islamique, qui a fait des exactions épouvantables. Et de plus en plus, j'entends que le Hamas est officiellement, je ne sais pas, mais en tout cas, on parle de Daesh quand on parle des attentats de Hamas de samedi dernier. Il y a une filiation assez évidente entre les deux. Il y a aussi une filiation qui est plus proche, celle-là est plus directe et assez ouvertement admise d'ailleurs avec le Hezbollah au Liban, qui est piloté par l'Iran. Oui. Donc, d'ailleurs, il y a probablement ces attaques-là ont probablement été pilotées de l'Iran. On a une petite idée que ça pourrait, parce que l'organisation, la logistique assez sophistiquée de l'attaque indique qu'il y a peut-être une implication de l'Iran dans cette affaire-là. Pardonnez-moi, mais l'Iran a démenti. L'Iran soutient officiellement le Hezbollah au Liban et le Hamas à Gaza. Mais l'Iran, dans cette chose-là, dément être intervenu dans ces attaques ou avoir contribué. Et les États-Unis n'ont pas encore confirmé que l'Iran avait mis sa main dans ces attaques, je veux dire. Et qu'il soit allié du Hamas, ça c'est évident. Et que le Hamas soit financé par le Qatar aussi. Oui, évidemment, l'Iran n'ira pas admettre ouvertement s'être impliqué dans ces attaques-là, mais on devine surtout que l'Iran et l'Arabie saoudite sont en processus un petit peu de normalisation. Absolument. Mais en même temps... Grâce à la Chine. Oui, grâce à la Chine, mais le problème pour l'Iran, c'est que le rapprochement entre la normalisation qui est en train de se faire entre l'Arabie saoudite et Israël est une menace pour les intérêts de l'Iran. Et surtout les intérêts au Liban. Parce que le Hezbollah, c'est vraiment une créature, c'est assez confirmé, là. C'est une créature de l'Iran. Donc, le Hezbollah... donc, s'il y a une normalisation des rapports avec l'Arabie saoudite et avec l'Égypte et avec le Maroc, la cause palestinienne et donc le Hamas perd pas mal de son pouvoir parce que la cause passe un petit peu en sourdine. Alors justement, Stéphane Thibodeau, les attaques du Hamas, alors faut le faire quand même. Les autorités israéliennes, je parle des autorités politiques, n'est-ce pas, ou les grands patrons, n'avaient aucune idée de ça. Les experts sur le terrain, si vous voulez, avaient prévenu. Je pense que l'Égypte avait également prévenu les autorités d'Israël qu'il y aurait quelque chose se tramait, sans trop être précis. Là, je répète ce que j'ai lu ici et là. On n'a pas fait attention à ça et pouf, à la surprise générale, il y a eu cette attaque d'une cruauté inouïe et là qui remet la Palestine au centre du jeu sans aucun jugement. Je veux dire, c'est un coup de poker. Je veux dire, j'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui a joué au billard et qui a lancé une boule et qui a redéfini toutes les cartes du jeu, qui a replacé toutes les boules sur la table de billard, ce qui fait que le Hamas est en train de jouer la rue arabe ou la rue égyptienne, je rappelle que les Égyptiens ne sont pas tous des Arabes, contre les régimes qui, eux, auraient signé des accords de reconnaissance mutuelle avec Israël. Avec peu de moyens, ils ont réussi à faire le grand chelem, si j'ose dire, sans aucun jugement moral.
À ce titre-là, c'est une réussite. L'attaque, si la visée politique de cette attaque-là était justement de rebattre les cartes dans la région, c'est réussi. Parce que la rue, parce que les régimes comme celui de l'Arabie Saoudite, de l'Égypte, du Maroc, etc., qui essaient de normaliser leurs relations avec Israël, là, il va être un petit peu coincé parce que là, la rue, elle, va s'échauffer et au risque de subir des révoltes populaires dans leur pays, ils vont être un petit peu entraînés à réagir. Et là, c'est là que le danger est pour Israël, c'est de riposter de façon trop brutale et que ça enflamme davantage les opinions publiques dans le monde arabe, ce qui va pousser les pays qui voulaient pas entrer, qui voulaient s'éloigner de ces relations conflictuelles-là avec Israël, ça va les pousser à revenir à une politique plus conflictuelle. Donc, c'est probablement ça qui était visé par ces attaques-là. Et ça, c'est de ce point de vue-là, c'est vraiment une réussite, politiquement parlant. Vous avez dit que le Hamas, Stéphane Thibodeau, prenait prétexte de la cause palestinienne pour avancer un programme beaucoup plus universaliste, fondamentaliste, d'un califat universel, si je vous comprends bien. Oui, c'est exactement ça l'idée. Oui. Parce qu'en islam, il y a deux expressions. Il y a Dar al-Islam et Dar al-Harb. Ça veut dire qu'il y a le domaine de la paix, ça c'est musulman, et le domaine de la guerre, Harb, voulant dire guerre. Ce sont les territoires à conquérir sur les infidèles. J'entends ça quelquefois dans les discours. Évidemment, dans la réalité, c'est un peu plus complexe que ça. Donc ça serait la visée du Hamas, qui lui est une excroissance des frères musulmans et qui est également qui a certaines accointances idéologiques avec Daesh. Oui, avec tous ces mouvements islamistes-là qui veulent créer un califat mondial. Voilà. Au départ, c'est pas vraiment l'idée de conquérir le monde, mais c'est plutôt de réislamiser les communautés musulmanes dans le monde. Donc, c'est aussi pour radicaliser l'opinion, pas juste dans les pays arabes, mais aussi dans les pays occidentaux, parce que là, on le voit avec les manifestations pro-Palestine en ce moment. Voilà. Donc, on essaie de faire monter la sauce et de radicaliser les opinions dans les communautés musulmanes. Donc, de les pousser du côté de leur projet plus global, d'essayer de souder ensemble les communautés musulmanes dans le monde. Et justement, la cause palestinienne est la bougie d'allumage, si vous voulez. Je me mets dans la peau des Gazaouis qui sont... Maintenant, il y a un blocus total. Aux dernières nouvelles, je pense, Israël a bloqué la fourniture de gaz, je pense, d'eau, l'alimentation, l'électricité. Enfin, c'est carrément... C'est absolument monstrueux. On peut comprendre, on condamne les actes du Hamas, ça c'est évident. Mais la riposte, est-ce qu'un État doit se venger? Ça, c'est une question qu'on entend souvent. Et le problème, c'est que les Palestiniens, mis au désespoir, se retournent vers le Hamas comme étant leur seule bouée de sauvetage, mais en se pinçant le nez 2-3 fois, parce que le Hamas est autoritaire, le Fatah également, et gère très mal la Cisjordanie. Le Hamas gère très mal, quoique il y avait quand même des réseaux d'entraide et de solidarité et des communautaires. Le Hamas a fait également ça, on le dit jamais. Le Hamas, un petit peu, c'est une des stratégies des frères musulmans, c'est d'investir le domaine caritatif. Voilà, c'est ça. Donc, on l'a vu en Égypte. C'était très, très présent en Égypte. Donc, ils l'ont fait aussi dans la bande de Gaza. Ils sont un petit peu imposés comme ça, en réalité, parce que, en réalité, quand on regarde la popularité du Hamas, c'est un article de la BBC Afrique que j'ai lu dernièrement, qui était très intéressant. Il faisait un petit peu un historique de la popularité du Hamas dans la bande de Gaza. Oui. Et elle est très fluctuante. Il y a eu des manifestations aussi, d'ailleurs, dont on n'a pas beaucoup parlé, qui ont été réprimées très durement par le Hamas. Et quand il y a des interventions israéliennes dans la bande de Gaza, des bombardements ou la popularité remonte. Parce que là, les gens sont attaqués directement, donc ils sautent derrière le régime. Mais quand la situation est plus tranquille, là, on voit que le régime est beaucoup plus contesté, beaucoup plus impopulaire. Parce qu'il y a beaucoup de corruption et de problèmes du genre. Et donc, le Hamas aussi est aussi contesté que le Fatah. Mais donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Israël doit faire attention de ne pas trop viser la population civile.
Parce que ça va souder cette population-là derrière le Hamas. Alors que le Hamas, est plutôt contesté en réalité. Absolument. À l'interne. Absolument. Donc, c'est... Oui. Non, mais c'est ça, il ne faut pas imaginer, parce que souvent dans le récit occidental, le récit médiatique occidental, on a l'impression d'une espèce de bloc monolithique. Absolument. Donc, tous les Gazaouis seraient derrière le Hamas, et c'est pas vraiment le cas. Non, évidemment, mais ils le font parce qu'ils sont dans un tel désespoir et tellement maltraités que, je veux dire... Aussi, on peut pas toujours jeter la pierre à Israël, mais je veux dire, la situation pour les Palestiniens est extrêmement douloureuse, et pas seulement depuis hier ou avant-hier, c'est depuis plusieurs décennies que c'est très difficile. Évidemment, ils vont trouver n'importe quel sauveur qui passe à portée de la main. C'est ça le danger, parce qu'on le voit aussi avec la politique israélienne, qui est un petit peu une politique on pourrait quasiment parler d'épuration ethnique. À ce point? Mais à bas bruit. Oui, donc, c'est ça. C'est très... on construit par exemple des routes protégées vers les colonies. Oui. Donc, c'est des routes protégées qui deviennent des obstacles infranchissables. Donc, il faut faire les Palestiniens qui vivent dans ces secteurs-là sont obligés de faire des grands détours et de passer par des checkpoints où on les fait attendre des heures, souvent, ce qui complique beaucoup leur vie. Donc, on essaie un petit peu de leur pourrir la vie pour essayer de les inciter à partir, au fond. Et de mettre l'opinion publique mondiale devant le fait accompli tout le temps. En catimini, on fait quelque chose, puis on présente la chose comme un fait accompli, tout le monde gueule et on continue. Exactement. Donc, on fait des implantations et là, si la politique du fait accompli, le territoire est occupé par des Israéliens et on a tassé un petit peu du chemin les Palestiniens qui vivaient là. Et ça le fait aussi par la destruction. On le fait par la destruction de maisons. Voilà. Donc, il y a vraiment une politique qui est assez manifeste d'épuration ethnique, mais à bas bruit, donc on va pas, on fait pas, pourtant, pour faire le parallèle avec ce qui s'est passé ailleurs. Là, mais... Pourtant, j'entends souvent dans la bouche d'Israéliens, du moins officiellement, mais ils sont pas contre le fait que les Palestiniens soient éduqués, puissent avoir une croissance économique, etc., etc., etc. On ne parle jamais du déplacement de la création de l'État d'Israël. On ne parle jamais de la dépossession qui blesse les Palestiniens. On parle juste l'éducation, l'accès à l'eau potable, etc. Comment arriver, il nous reste une minute malheureusement, Stéphane Thibodeau, c'est un dossier tellement lourd et tellement complexe. Oui. Comment qui croire, comment faire que tout le monde puisse s'entendre. C'est tellement, il y a le religieux qui rentre là-dedans, il y a l'histoire qui rentre là-dedans, il y a tellement de trucs. Oui, et c'est un dossier très complexe. Peut-être qu'il va falloir impliquer les voisins. Oui. Je lisais justement un article dernièrement à propos de l'implication de la Jordanie, qui pour l'instant essaie de se tenir loin de ce dossier-là, parce qu'on se souvient qu'elle a eu beaucoup de problèmes avec, on se souvient de Septembre Noir, elle a eu beaucoup de problèmes avec les Palestiniens, avec le mouvement de libération de Palestine. Mm-hmm. Donc, le pays essaie de se tenir loin de ça, mais on va probablement être obligé d'impliquer les pays voisins dans le processus. Ça ne pourra pas se faire juste entre Palestiniens et Israéliens, à mon avis. Et la Turquie avec l'Égypte aussi, hein? L'Égypte, la Turquie, je ne sais pas si la Turquie pourrait jouer un rôle positif dans ce dossier-là à cause de sa politique de retour à l'Empire ottoman. Il y a une espèce de politique impériale de la Turquie. Mais la Palestine mandataire sous mandat britannique était d'abord ottomane auparavant, donc il y a peut-être un souvenir. Oui, c'est ça. Écoutez, Stéphane Thibodeau, on doit arrêter malheureusement, mais c'est pas un sujet qui est clos, malheureusement. On va certainement en reparler. Merci beaucoup pour ces propos, donc sur tout ce qu'il y a derrière les attentats du Hamas de samedi dernier. À bientôt, Stéphane. À bientôt. À venir sur les ondes de Radio VM, retour sur l'élection partielle dans Jean Talon. On vous revient après la pause publicitaire.